Najat Vallaud-Belkacem est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Un ministère très vaste. Je vais commencer avec une question toute simple. Vous avez déjà donné une fessée? Oui. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ça vous est déjà arrivé? Non, je vous dis ça parce que vous avez vu cet amendement écologique. Aussitôt après. Vous l'avez regretté aussitôt après, mais... Oui. Mais je pense que je suis comme tous les parents. Oui. Amendement écologiste interdisant les punitions corporelles sur les enfants, dont la fessée. Amendement qui a été retiré de la loi famille en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, mais qui va revenir. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de la fessée? Honnêtement, ma position n'est pas faite sur ce sujet. Ah bon, vous n'avez pas d'avis? Non, c'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que je trouve que c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire que, évidemment, je suis opposée au châtiment corporel dès lors qu'il porte atteinte à la dignité de l'enfant, etc. Je veux dire, il n'y a rien qui me hérisse davantage que la violence faite aux enfants. Et ensuite, la question qui se pose, et c'est pour ça qu'on emploie le terme fessée, c'est jusqu'à quel point est-ce que un parent peut marquer son autorité. Moi, j'ai envie de vous dire, honnêtement, oui, ça m'est déjà arrivé de donner la fessée, mais à chaque fois, je m'en suis voulu. Donc, ça doit bien être la preuve que quelque part, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Est-ce qu'il faut l'interdire par la loi? C'est justement là que j'ai un petit doute. Est-ce que c'est à la loi de se mêler de ça? Non, pas nécessairement. Non. Pas nécessairement, non. Non. C'est interdit dans 18 pays d'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est pas une raison, remarquez. Vous dites non. Bon, très bien. Je dis que c'est pas évident, en tout cas. Non, c'est pas évident. Bon, Najat Vallaud-Belkacem, on va encore parler de cette loi famille parce qu'elle concerne les femmes, et notamment les droits des femmes. Alors, dans la discussion, on en est à l'article 7, qui est un article important, qui pose le principe d'une double résidence pour l'enfant après un divorce. En cas de blocage, le parent fautif risque une lourde amende. C'est une bonne mesure, cela? D'abord, si vous le permettez, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la PPL famille sans forcément revenir sur le sens de la proposition de loi famille, sans forcément revenir sur le sens. Donc, juste quelques rappels. D'abord, c'est une initiative parlementaire et non gouvernementale. Donc, c'est une proposition de loi faite par des députés qui va s'enrichir et s'améliorer dans le cadre de la discussion parlementaire, car indéniablement, à la base, cette proposition de loi provoquait un certain nombre d'interrogations, voire d'inquiétudes légitimes. C'est-à-dire qu'on a retiré la loi parce que il y avait débat après le mariage pour tous, débat sur la PMA. Bon, donc le gouvernement a retiré sa loi et a transféré ça à des députés. Alors là encore, distinguons deux choses. Il y a en gros ce que contient cette loi. Cette loi n'est ni cette proposition de loi n'est ni une proposition de loi sur la procréation médicalement assistée, ni une proposition de loi sur le mariage pour tous. Donc déjà, ne parlons pas de ce qui n'est pas dans la loi. En revanche, parlons de ce qui est dedans. C'est un texte sur l'autorité parentale. Je vous arrête, Najat Vallaud-Belkacem. Vous savez ce qu'on va faire? On va évacuer. On va l'évacuer, comme ça on n'en parlera plus. La PMA, pas avant la fin du quinquennat? En tout cas, la PMA n'est pas dans le texte qui est discuté aujourd'hui. On l'a compris, merci. Mais pas avant la fin du quinquennat? Oui ou non avant la fin du quinquennat? Moi, je n'ai pas de réponse de calendrier à vous apporter. C'est à la ministre de la Famille de le faire, mais ça n'est pas dans le texte actuellement en discussion. Vous êtes concerné, vous connaissez bien le sujet, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a un amendement UMP interdisant la PMA et la GPA. Est-ce que le gouvernement soutient cet amendement ou votera contre? Moi, j'aime bien quand on intervient dans le débat parlementaire qu'on le fasse avec un souci d'efficacité. Un amendement qui demande à interdire la GPA, à quoi sert-il puisque la GPA n'existe pas en France, qu'elle est d'ores et déjà interdite par nos textes. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un amendement polémique qui a vocation à faire parler. Malheureusement, ça marche puisqu'on en parle ce matin, mais qui ne mène à rien. Donc, parce qu'on en parle depuis des mois et des mois. Si vous voulez bien, non, alors la PMA, j'ai une dernière question. Pas avant la fin du quinquennat. On ne parlera plus de PMA, aucun texte avant la fin du quinquennat. À ma connaissance, il n'y a pas, on peut en penser ce qu'on veut, avant la fin du quinquennat. De texte en préparation ou en cours de discussion relatif à la PMA. Donc vous engagez, pas avant la fin du quinquennat, pas de PMA. Non, il ne s'agit pas d'engagement, pardonnez-moi, je répète avec beaucoup de clarté. À ma connaissance, il n'y a pas de texte en préparation ou en cours de discussion portant sur la PMA. Alors revenons sur la loi famille. Alors je voudrais qu'on s'intéresse à l'article 7, qui pose le principe d'une double résidence pour l'enfant.
Est-ce que c'est un bon principe? Alors, donc cette proposition de loi, elle porte sur l'autorité parentale partagée, dans l'intérêt de l'enfant. Et elle pose en effet le principe que l'enfant doit pouvoir se sentir chez lui lorsque ses parents sont séparés, chez le père comme chez la mère. C'est ça le principe, à ne pas confondre avec l'idée d'une résidence alternée qui serait obligatoire ou qui serait le principe. Il n'y a pas de résidence alternée par principe, comme le demandaient les fameux pères à la grue. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, ce texte, il se veut équilibré. Il peut être amélioré. Et de fait, dans la discussion parlementaire, nous avons veillé à l'améliorer avec Laurence Rossignol, la ministre en charge de la famille, parce que nous savons bien que il faut à la fois poser des règles pour faciliter la vie des familles et l'intérêt des enfants, et en même temps, il faut veiller à ce que ces règles ne se retournent pas contre ces familles et ces enfants lorsque, au sein de ces familles, il y a, par exemple, des hommes violents. Il ne faut pas qu'ils puissent utiliser ces règles pour continuer à maintenir leur emprise sur leur ex-compagne. Je prends un exemple avec cette résidence, qui est pas une résidence, cette double résidence, pardon. Je prends un exemple et décision prise en commun. Par le père biologique et la mère biologique. Je prends un exemple, une maman décide d'envoyer son enfant dans une école. Malgré l'opposition du papa, elle s'exposera à une amende. Donc ce que dit le texte en effet, c'est que désormais, pour les actes de la vie courante, il faut que les deux parents puissent avoir donné leur accord. Fort heureusement, je le dis ici, nous avons réussi à introduire un certain nombre d'exceptions à ce principe. Par exemple, je parlais à l'instant des violences, c'est un sujet important auquel il faut accorder de l'attention. Eh bien, nous permettons à la mère qui a été, par exemple, victime de violences de la part du père, de déménager avec son enfant sans forcément avoir l'autorisation du père en question. À condition qu'il y ait des poursuites judiciaires contre le père. À condition qu'il y ait des poursuites judiciaires. Mais vous savez que c'est pas toujours le cas. Mais d'abord, les poursuites... C'est ce que disent d'ailleurs les associations qui défendent les femmes battues, qui sont en colère contre ce texte. Vous les avez entendus? Mais vous savez, enfin, il faut que vous compreniez une chose, c'est que moi, je partage et la vigilance et les exigences des associations en question, dont les interpellations sont légitimes. Et encore une fois, nous avons introduit un certain nombre d'améliorations dans ce texte pour permettre de répondre à leurs interrogations. Mais parce que j'imagine une mère qui est victime de menaces, qui n'a pas déposé plainte parce que certaines n'osent pas déposer une plainte, parce qu'elles ont peur. Victime de menaces, déménage, quitte son département d'origine, elle peut être accusée d'obstacle à l'autorité parentale et condamnée à une amende. Est-ce normal? D'abord, il n'y a pas nécessairement un dépôt de plainte. À l'origine, vous pouvez par exemple demander à être protégé simplement par une ordonnance de protection qui ne nécessite pas d'aller déposer plainte. L'important, c'est qu'à un moment donné, vous dénonciez les violences en question. Et ça va plutôt dans le bon sens. On ne peut pas non plus se satisfaire de vivre dans une société où on dit bon les violences ont lieu, il n'y a pas suffisamment de dépôt de plainte, on s'en satisfait. Donc au contraire, mettre en place des mécanismes qui incitent à déposer plainte pour être mieux protégé d'une certaine façon et pour pouvoir être plus tranquillisé par rapport aux actes à adopter envers son enfant, ça va plutôt dans le bon sens. Mais moi, je redis ici, c'est une discussion parlementaire qui va durer. On n'est qu'en première lecture, qui va être amendée, qui l'est déjà par le gouvernement, qui l'est par les parlementaires. Il faut continuer à y apporter des améliorations indéniablement. Par exemple, sur ce sujet des violences, aujourd'hui, ce qu'on a introduit dans le texte, et franchement, c'est appréciable, c'est le fait que lorsque il y a résidence alternée, mais que l'un des parents soupçonne l'autre d'avoir, par exemple, agressé physiquement l'enfant, eh bien, il puisse, sur la base de ces soupçons, ne pas présenter l'enfant sans être automatiquement poursuivi pour non-présentation d'enfant. Donc, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui sont posés, même si vous voyez bien, même avec ce sujet, les équilibres à trouver pour éviter qu'on tombe dans les abus ou les excès. C'est un sujet important. Je terminerai par là pour vous dire que sur des sujets aussi délicats que ceux-là, j'aimerais tellement qu'il y ait un esprit constructif au Parlement et qu'on ne soit pas dans l'obstruction permanente. On a vu les 700 amendements déposés par l'UMP et dans la polémique un peu vaine et stérile quand il s'agit vraiment de la vie de millions de Français et de leurs enfants. Je me souviens que c'était en 2002, au début des années 2000, quand Ségolène Royal avait présenté sa réforme de l'autorité parentale, sa loi à l'époque qui commençait à aller dans le sens
que nous allons aujourd'hui. Ce texte avait été voté à l'unanimité, donc la droite est capable parfois, historiquement, de se mobiliser et de trouver du consensus sur ces sujets. J'aimerais bien qu'elle renoue avec cet esprit. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes ministre de la Jeunesse, on parlera de sport après, ministre de la Jeunesse. Je vais vous lire simplement ce petit mail rapide de Laurent. Mon fils Tony a 15 ans, il cherche un maître d'apprentissage en plomberie à Montpellier. Nous avons contacté 47 employeurs qui ont tous refusé. L'apprentissage. Oui, ça c'est un vrai problème. Oui. En fait, ce qu'on constate, c'est que depuis maintenant des décennies, tous les gouvernements, en effet, se disent attachés à l'apprentissage, mais que, de fait, il y a quand même un sujet. Vous ne faites pas mieux que les autres et même plus mal. Je dirais qu'on les aides à l'apprentissage ont baissé de 20% depuis janvier. Soyons clairs. On peut mieux faire et c'est précisément pour cela que l'apprentissage va être au cœur de la grande conférence sociale de juillet prochain. Oui. Ça veut dire que c'est un sujet qui est devant nous, sur lequel nous avons décidé de nous mobiliser. Le ministre du Travail, François Rebsamen, par exemple, a annoncé qu'il allait multiplier le nombre de développeurs de l'alternance, qui sont ces personnes qui sont chargées d'aller dans les entreprises, convaincre qu'il y a de quoi prendre un apprenti sur tel ou tel poste et ensuite leur trouver directement le jeune qui peut remplir cette fonctionnalité. C'est-à-dire que vous poussez les entreprises d'un côté à... Vous poussez l'apprentissage, mais vous baissez les aides à l'apprentissage. Parallèlement. On pousse l'apprentissage, on développe le nombre de CFA, on fait en sorte que les régions puissent davantage soutenir l'apprentissage. 2013, baisse du nombre d'apprentis de 8%. Oui, mais sans rentrer dans les détails, vous savez que c'est notamment lié à une espèce de concurrence que les emplois d'avenir ont pu faire à l'apprentissage. Parce que on a privilégié les emplois d'avenir. C'est pas qu'on a privilégié, mais de fait, ça s'est mis à concerner un peu des jeunes au profil équivalent. Donc du coup, les emplois d'avenir étaient d'accès plus immédiat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce dont souffre l'apprentissage, au-delà des leviers financiers sur lesquels il faut évidemment travailler, c'est l'objet de la grande conférence, mais c'est quand même d'un déficit d'image, c'est quand même ahurissant. Moi, à chaque fois que je vais visiter un CFA, j'y vois des jeunes heureux, des jeunes qui savent depuis l'enfance ce qu'ils veulent faire et qu'on a quasiment parfois dissuadé dans leur cursus scolaire de faire de l'apprentissage. Ça vient de notre éducation nationale ? Je pense que l'éducation nationale n'a pas encore totalement adopté les réflexes en effet de l'apprentissage et que dans les mécanismes d'orientation scolaire... L'entreprise doit entrer plus à l'école dans les mécanismes d'orientation scolaire, on ne parle pas assez de l'apprentissage, ça c'est sûr. Mais c'est aussi à nous, il y a ce qui se passe à l'école, il y a ce qui se passe dans la société, à nous de valoriser davantage. Pourquoi c'est un blocage culturel, vous pensez ? Oh, écoutez, je pense que c'est un héritage, vous savez, de la même façon qu'à un moment donné... C'est du conservatisme syndical, c'est quoi? Non, mais je pose la question. Je pense que, au fond, tout ça est lié à la décision prise à un moment donné de faire arriver 80% d'une classe d'âge au bac, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit que l'idéal à atteindre pour tous les élèves de France, c'était un certain niveau de diplôme, une certaine filière. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le travail, il n'est pas forcément dans les filières les plus théoriques, bien au contraire, que les études courtes, ça peut être une valeur ajoutée. Il faut savoir évoluer, tout simplement, donc on va le faire. Bon. Michel Platini, qui appelle les Brésiliens à oublier leurs revendications pendant la Coupe du Monde, vous êtes d'accord avec lui ? Michel Platini. Non, c'est pas ça. C'est pas un homme politique, Michel Platini. Donc c'est pas ce que dit Pelé. Ouais. Non, c'est Cantona qui dit Platini est un homme politique, oui. Ce que je veux dire, c'est que il a dit de façon très directe quelque chose que peut-être d'autres auraient formulé autrement. Et ce qu'il voulait dire, vous pensez que les revendications doivent cesser? Je vais vous dire ce que je pense moi, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une espèce de trêve olympique, qui est toujours bienvenue dans l'accueil de ces grands événements sportifs. Honnêtement, moi, bien sûr que je suis en faveur de cette trêve olympique, mais en même temps, je pense que les Brésiliens, quand ils manifestent, s'adressent à leur gouvernement démocratiquement élu, et donc c'est normal qu'ils adressent des messages à leur gouvernement, point. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui, quoi.
Je pense que... Vous comprenez cette colère sociale? Pour faire le lien quand même entre la colère sociale et l'accueil du mondial, moi je suis vraiment très très convaincue que l'accueil des grands événements sportifs est un gain pour les économies et donc derrière pour la population. En tout cas, il faut veiller à ce que ça le soit pour la population parce que les investissements, les équipements, les dépenses d'accueil de touristes, de spectateurs, hôtellerie, restauration, tout ça, c'est formidable en termes d'économie. Regardez ce qui s'est passé à Londres quand ils ont accueilli les JO. Ils ont fait un point sur ce que ça leur a coûté et en même temps ce qu'ils y ont gagné. Ils se sont rendus compte que les accueillir, ça leur avait permis de développer la partie est de Londres en 8 ans comme ils l'auraient fait s'ils ne les avaient pas accueillis en 30 ans. Donc ça veut dire que c'est un accélérateur. Accueillir un grand événement sportif, c'est accélérer les projets, l'économie. Vous pensez que donner la Coupe du Monde au Qatar, ça développe l'économie du Qatar? Sincèrement, Najat Vallaud-Belkacem. Je pense d'abord, première chose, je pense que contrairement aux allégations de Monsieur Blatter, je pense qu'il relève de la FIFA de savoir à qui on donne la Coupe du Monde. Donc, qu'à un moment donné, c'est ce que dit. Justement, moi, j'ai pas apporté de jugement parce que je considère que ça relève de la FIFA, qu'il y a eu un vote en son sein. Ensuite, vous ne vous mouillez pas. Hein. Ensuite. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que les uns et les autres se déchargent de leurs responsabilités. C'est là qu'a eu lieu le vote et Monsieur Blatter était d'ailleurs déjà aux responsabilités quand il a été décidé de mettre la coupe au Qatar. Ensuite, que le Qatar développe une espèce de diplomatie du sport. Honnêtement, moi, ça me choque pas particulièrement. En revanche, qu'il y ait un sujet sur les conditions d'accueil dans ce pays, les conditions de travail, et notamment de travail des migrants, là, ça c'est un vrai sujet. Et je crois que c'était mi-mai dernier, le Qatar a annoncé qu'ils allaient réformer profondément le droit du travail, permettre les changements d'employeurs plus facilement, sanctionner les employeurs peu scrupuleux. C'est des choses qui vont dans le bon sens. Bon, Najat Vallaud-Belkacem, puisqu'on parle de foot, j'ai vu un député, le président du MRC, échevènementiste, Jean-Luc Laurent, s'emporter contre la décision de TF1 de revendre l'essentiel des matchs du premier tour à beIN Sport, chaîne à péage, plutôt que de les diffuser sur son antenne ou sur l'une de ses chaînes de la TNT. TF1 qui s'active pour rendre LCI visible à tous, ne devrait-il pas commencer par diffuser la compétition dont elle a acquis les droits? Pardonnez-moi, je souris à moitié, mais je sais que le sujet est un peu... Le sujet quoi Mais ici, il n'y a rien du tout, c'est un sujet général. C'est un sujet général, vous avez raison. Vous n'imaginez pas le nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui m'ont envoyé des mails en ne comprenant pas. Donc c'est un sujet général qu'on va résumer de la façon suivante. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut réussir à garantir un accès gratuit et en clair, en gros le plus large possible pour les grandes compétitions sportives. S'agissant du mondial, pour prendre un événement prochain, tous les matchs joués par l'équipe de France vont être diffusés gratuitement et de façon accessible. Non, mais déjà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est la loi. S'agissant de l'Euro 2016, qui est un événement qu'on accueille, nous sommes en pleine discussion avec les chaînes pour faire en sorte qu'un maximum de matchs, et pas seulement se jouer par l'équipe, évidemment, un maximum de matchs ou d'extraits. On peut modifier le décret de 2004 si l'on veut. Vous pouvez. Alors le décret TSF, le décret Télévision sans frontières, qui donc liste les grandes compétitions sportives qui doivent être diffusées gratuitement. De toute façon, je suis en train de le faire modifier pour une raison que j'ai peut-être déjà eu l'occasion d'exposer ici, c'est que moi je suis agacée par le faible nombre de compétitions féminines qui se retrouvent dans ce décret. Vous en êtes d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait il y a moins de compétitions sportives féminines qui sont diffusées gratuitement, ce qui crée moins d'appétence, ce qui crée moins de soutien. La diffusion Donc moi je souhaite que ce décret soit complété avec un certain nombre de compétitions féminines. Maintenant, pour finir sur ce sujet, il y a aussi un équilibre à trouver parce que en même temps la diffusion du sport sur des chaînes payantes, c'est aussi ce qui permet de payer financièrement, d'apporter des recettes au sport professionnel et je pense que le sport professionnel a besoin de recettes. Donc il faut trouver un équilibre entre... Quand une grande chaîne achète les droits, elle apporte des moyens au sport. Non, professionnel. Oui, bien sûr, mais enfin, les recettes sont évidemment plus importantes lorsque vous avez des abonnés. Mais comment se fait-il qu'une chaîne qui achète des droits ne diffuse pas ses droits, si je puis dire, sur ses antennes? Est-ce que vous comprenez ça?
C'est le choix de la chaîne. Ensuite, il s'agit de voir quel type de match, de compétition, etc. Encore une fois, s'il s'agit de grands événements majeurs, le décret impose de toute façon que ce soit... Le secrétaire d'État au sport doit agir, le ministre des Sports doit agir, dit ce député chevènementiste. Oui. Non. Vous n'allez pas agir? Non, si, nous allons agir, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire pour trouver un équilibre. Nous ne pouvons pas non plus empêcher que les chaînes achètent. Nous ne pouvons pas empêcher que l'accès soit payant pour un certain nombre de compétitions. Il faut en conserver certaines. Et pour l'Euro 2016 en particulier, ça va faire l'objet de négociations. Qu'est-ce que vous aimeriez pour l'Euro 2016? Qu'il soit accessible à tous. Pour que tous les matchs soient accessibles à tous? Non, pas tous les matchs, le plus grand nombre possible. Pour l'Euro 2016, au-delà de cette question de la diffusion, je voudrais surtout que ça change l'état d'esprit de notre pays. C'est bien. Je voudrais qu'on soit enthousiaste, je voudrais qu'on retrouve l'esprit de conquête, je voudrais que notre équipe fasse de superbes résultats. Vous allez aller au Brésil? Je vais y aller pour le lancement. Thierry Braillard ensuite ira. Et puis si jamais notre équipe se retrouve en 8e, j'y retournerai sans doute. Bien, merci. Najat Vallaud-Belkacem, merci.